Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu, on va parler d'actualité. On parle de la nouvelle Peugeot 308 ainsi que de la nouvelle BMW i4. Allez, c'est parti. Action. On commence tout d'abord par la nouvelle 308 qui a été présentée cette semaine. Tout d'abord, il faut noter que c'est le premier modèle de la marque à arborer le nouveau logo Peugeot. Il a été déjà vu précédemment sur une autre voiture qui était un concept car, c'était la Peugeot e-Legend, mais c'est la première voiture de série à le porter, entre guillemets. Ce qui fait que sur les jantes, on va le retrouver non plus simplement comme un cache-moyeu, mais vraiment style Audi plutôt, avec une emprise directement au niveau des écrous, plutôt même des goujons, dira-t-on. On le retrouve à l'arrière, d'ailleurs à l'arrière signe distinctif, il est posé sur une plaque qui est une excroissance par rapport au voyant, ce qui fait qu'il est bien droit et non pas visant le sol, ce qui fait que ça rajoute un petit peu de caractère à la ligne, et on le retrouve à l'avant, prédominant sur la grosse calandre, qui est différente par rapport à la version précédente, mais on reviendra là-dessus plus tard. Il faut noter que cette 308, nouvelle du nom, repose sur le nouveau châssis qui a été inauguré par la nouvelle DS4. Et qui d'ailleurs sera aussi le châssis de la future Opel Astra. En termes de dimension, on prend 10 cm en longueur par rapport à l'ancienne génération, on perd 2 cm en hauteur, et au niveau de la silhouette générale, on retrouve surtout un point assez similaire par rapport à la version précédente, donc c'est l'encadrement du vitrage arrière qui est très Peugeot, et d'ailleurs si on regarde sur l'histoire de Peugeot, on retrouve ce signe-là assez distinctif, et ils ont été repris sur cette nouvelle génération. Si on continue au niveau de la silhouette, il y a un truc qui est frappant, c'est le bosselage au niveau du 3/4 arrière, où ça fait des reflets bizarres sur les quelques vidéos que j'ai pu voir en ligne. Ça fait des reflets vraiment très particuliers, on dirait qu'il y a un problème au niveau des jeux de lumière qui se créent, ça fait peut-être un peu parasite. Mais après avoir, en vrai c'est toujours pareil, là c'était un éclairage showroom, elle était verte, perso je suis pas fan du tout de ce vert. D'ailleurs en parlant du vert, ça fait partie des 3 coloris apparemment au lancement, ou en tout cas ceux qu'on a pu entreapercevoir sur les différentes communiqués de presse. Il y a le bleu, le blanc et le vert. Si on se focalise sur l'avant de la voiture, ce qui change radicalement, c'est vraiment ce capot. On a le capot qui plonge beaucoup plus loin, ce qui fait qu'on a l'impression que le capot est immense. Bon alors, le capot s'arrête en fait assez vite, c'est après une grosse partie plastique, en termes de coût, en termes de normes de sécurité, c'est mieux comme ça. Et en dessous, on trouve une calandre avec le lion au centre, que moi je trouve un peu trop basse à mon goût. Cette calandre, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus haute, elle l'aurait mérité. La plaque d'immatriculation qui migre tout en bas du pare-choc, ça pour le coup ça me déplaît pas beaucoup, j'aime plutôt bien même, mais ouais, c'est la transition entre le haut du capot en carrosserie et la calandre qui pour moi est pas forcément très bien réussie, enfin à mon goût. Qu'est-ce qu'on peut noter à l'avant aussi d'incroyable, c'est les nouveaux phares Matrix LED. Ça permet de gagner en épaisseur, parce que du coup on a un phare dans la version Matrix LED haut de gamme de 7 cm d'épaisseur, ce qui est rien du tout, ce qui fait qu'on a un design de phare très simplifié. Par contre on retrouve toujours les gros caractéristiques qui ont été inaugurées avec la 508 et la 208. Si on tourne un petit peu autour de la voiture, moi personnellement je trouve que l'arrière ressemble beaucoup au niveau du 3/4 arrière à la CT200H ou encore à certaines séries, hein. Je trouve les anciennes générations, pas les dernières, plutôt les anciennes, je trouve que le décroché au niveau des hanches est assez similaire, et même au niveau de la forme globale je trouve assez similaire. Du coup on en profite pour passer à l'arrière, on voit qu'on retrouve ce bandeau noir comme sur la 508, comme sur la nouvelle 208, mais cette fois les crocs sont un petit peu plus obliques que sur les autres voitures, et beaucoup plus affiné par rapport à la 308 d'ancienne génération. Si on passe maintenant à l'intérieur, on va découvrir le nouveau volant en tout premier. Donc, ce qui change, c'est qu'avant, chez Peugeot, à partir de la 207, on avait 2 commodos, donc un qui réglait le son et les sources du multimédia, et de l'autre côté du volant, on avait tout ce qui était régulateur, limiteur de vitesse. Avec la 308 de génération suivante, on a perdu le commodo de droite et les boutons ont migré sur le volant, ce qui fait qu'on gérait l'infotainment directement via le volant, mais on avait toujours le commodo de régulateur, de limiteur de vitesse. Cette fois-ci, les 2 commodos ont totalement disparu et ils ont migré directement sur le volant, un petit peu à la manière de la C6 pour le régulateur, même si on en est quand même très loin.
Ce qui fait que côté gauche du volant, vous aurez tout ce qui est gestion des aides à la conduite, que ce soit ACC ou limiteur de vitesse. Et à droite, vous aurez tout ce qui est multimédia. Station suivante, musique suivante, volume plus moins, etc. On retrouve, comme sur la 208, le nouveau iCockpit avec effet 3D qui est beaucoup plus personnalisable que l'ancien, puisque pour rappel, sur la toute dernière phase des 308 ancienne génération, il y avait le iCockpit déjà numérique et non pas aiguille comme sur les toutes premières, qui était repris du 3008, mais la personnalisation était assez limitée. Là, on offre la possibilité au client de tout paramétrer. Ce paramétrage se fait d'ailleurs via l'écran central qui a complètement changé par rapport à la version précédente. On retrouve un nouveau logiciel d'exploitation, ce qui permet d'optimiser au mieux l'interface homme-machine, et on va avoir beaucoup de sous-menus différents sur les différents paramètres notamment, qui permettent une personnalisation totale de tout. Notamment le iCockpit comme je vous le disais tout à l'heure, mais notamment aussi d'un autre élément, une sorte de réglette qui est en fait un écran juste en dessous de l'écran principal. Du coup ça fait un troisième écran qui joue un petit peu le rôle des touches piano qu'on pouvait retrouver sur les anciennes Peugeot, notamment 3008, et on retrouve même, il me semble, encore sur les 508. Et donc du coup là on inaugure cette réglette qui permet d'avoir des raccourcis absolument comme on le veut. Ça peut être un numéro de téléphone, une station radio, une adresse, une action, un menu, un sous-menu, etc. Bon, pour avoir vu les photos, je trouve que ça fait un poil cheap sur l'intégration. Après, je pense que ça peut être vachement pratique parce que je sais que par exemple BMW et Mini font ça à la manière de Renault d'il y a quelques années, de laisser des touches programmables qui ont une fonction de base mais qui après peuvent être programmables. Du coup, à voir, je pense que l'avantage de l'apporter en écran, c'est que ça sera peut-être encore plus facile de retenir la fonctionnalité et du coup peut-être plus agréable à manipuler. Comme sur toutes les voitures entre guillemets modernes, récentes, de production, nouvelles, on va avoir l'arrivée de l'assistant vocal qui est une sorte d'intelligence artificielle. Ici, ça fonctionne comme beaucoup de voitures. Il y avait le Mercedes et BMW, etc. Et j'en passe. Et là, ça va être OK Peugeot. Par contre, impossible de changer le mode d'activation. C'est Peugeot qui l'a dit. Donc, on pousse la personnalisation au maximum. Il y a juste ça qu'on ne peut pas modifier. D'un autre côté, c'est pas plus mal. Ça évite de mettre des mots trop compliqués et qui pourraient se retrouver dans le langage courant et d'activer encore plus que ça n'est déjà l'assistant vocal, parce que pour ceux qui ont déjà pu essayer chez BMW ou chez Mercedes, ça tend à s'activer de manière intempestive et ça peut être un petit peu agaçant à la longue. Bon, sur l'ambiance intérieure générale, j'ai noté qu'il y a, à part le cuir bleu, qui est ça pas mal en termes de personnalisation, mais assez foncé malgré tout, l'ambiance intérieure est très sombre, malgré les surpiqûres qui ressemblent un petit peu à du kryptonite comme on a pu voir sur la 508 PSE. Alors, c'est pas du kryptonite, c'est un tout petit peu plus foncé, mais par contre, ça permet de contraster un petit peu. Bon, pour autant, je pense qu'à l'arrière, on se sentira assez engoncé, étant donné que les sièges sont assez imposants, parce qu'ils ont un caractère assez sportif, je trouve, et l'intérieur n'a pas possibilité d'être clair. Il faudra s'orienter sur une DS si on veut un intérieur clair. Du coup, j'ai peur que les places arrière soient un petit peu lésées par rapport à ça. En introduction de cette voiture-là, je vous avais dit que la voiture avait grandi. Effectivement, c'est bien le cas, mais uniquement à l'extérieur, parce qu'en fait, l'habitabilité intérieure est strictement identique à la version précédente. Donc, on gagne 10 cm, mais qui n'impacte en rien l'intérieur de la voiture. Autre nouveauté que je pense qu'on peut souligner de l'intérieur, et ce sera peut-être la dernière que moi j'ai notée, c'est le nouveau levier de vitesse qui a commande impulsationnelle, comme pas sur les nouvelles Golf, mais surtout comme sur la nouvelle DS4. Côté motorisation, bon, c'est clair, le diesel est totalement boudé, il n'y a plus qu'une version. Diesel en 130 chevaux, 1,5 litre. Pour les essences, on garde que deux motorisations 100% thermiques avec 1 litre systématiquement, c'est soit 110 chevaux, soit 130 chevaux. Donc là, je pense que ce sera surtout des sociétés qui achèteront ce genre de véhicule. Et après, sinon, il y a deux motorisations hybrides, une de 180 chevaux et une de 225 chevaux, qui permettent environ, en cycle WLTP, une autonomie d'environ 60 km. Alors, il me semble de mémoire que sur le communiqué, il y a écrit 58 km en WLTP, ce qui fait que ça permet toujours de rentrer dans les catégories exonérées de malus, parce qu'il me semble que cette règle-là va changer et ce sera uniquement pour les véhicules avec plus de 50 km d'autonomie qui le seront. Donc c'est un vrai bon point pour Peugeot.
Après, je pense que dans les faits, on sera plus aux alentours de 40 km, puisqu'il y a toujours un petit gap entre le WLTP sur les autonomies électriques et la réalité, parce qu'on ne conduit jamais réellement comme dans les conditions de test, même si on s'en approche de plus en plus. On notera toutefois que la plateforme peut accueillir une version 100% électrique. Alors, est-ce que ça sera sur cette version-là ou sur la phase 2, la phase 3 ou sur la nouvelle génération, on ne le sait pas encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la plateforme peut accueillir une motorisation 100% électrique. D'ailleurs, en parlant de 100% électrique, d'hybride et de motorisation, je sens que la question vous brûle les lèvres, est-ce qu'il y aura une version 308 GTI ou 308 PSE? Eh bien apparemment, mauvaise nouvelle, ça ne sera pas le cas. Peugeot semble dire qu'il n'y aura pas de version GTI, ça en tout cas à peu près certain vu qu'ils ont avoué lors du lancement de la 508 PSE que le badge GTI était associé uniquement à des véhicules essence et que du coup c'était has-been par rapport à leur nouvelle gamme. Du coup, on pouvait espérer une version GTE, mais apparemment, il y a des grosses rumeurs qui disent qu'elle n'aura pas lieu cette version. Moi, je pense qu'il faut toujours y croire. On peut être surpris par Peugeot qui peut peut-être tenter quelque chose. Pourquoi avoir fait un badge PSE uniquement pour le 3008 et pour la 508? Je ne sais pas. Du coup, je me dis pourquoi pas tenter la 308, sachant qu'il y a des rumeurs de plus en plus importantes sur une 208 PSE. Ensuite, niveau tarifaire, on se situe environ en entrée de gamme. C'est pas encore totalement officiel, mais on se situerait en entrée de gamme à 27 000 euros. On peut estimer que les versions hybrides passeront allègrement les barres des 40 000 euros. Et à mon avis, sur la 308 en 225 hybride, on risque d'être pas très loin, à mon avis, en prix catalogue des 50 000 euros, ce qui commence à faire cher pour une 308, à mon sens. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez cette nouvelle 308, que vous auriez changé ou pas, et si c'est une voiture qui pourrait vous intéresser à titre personnel. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu et pourquoi pas même partager la vidéo sur vos propres réseaux. On passe maintenant à la BMW i4. Bon, 4 parce que c'est un nombre pair, ça sera un coupé et plus exactement un grand coupé. Ici, on se base sur la nouvelle série 4 auquel on a mis une déclinaison grand coupé. Sachant que la nouvelle série 4 n'a pas encore sa version grand coupé thermique de dévoiler, ils ont décidé de d'abord présenter cette version 100% électrique. On n'a pas encore de photos de l'intérieur, on voit juste l'extérieur, c'est là où on voit l'appartenance à la gamme série 4 entre guillemets, vu qu'on retrouve cette grande calandre, les nouveaux phares que ce soit à l'avant, à l'arrière. Par contre, pour ce qui est du diffuseur, on va avoir un diffuseur splitté en deux parties distinctes qui du coup laisse plus place à des pots d'échappement comme ça pouvait être le cas sur les versions thermiques. En termes de dimension, c'est une grosse berline, donc de 4,75 m, qui fait qu'elle grandit un petit peu par rapport à la version précédente, mais pas beaucoup. Elle reste toutefois assez raisonnable, je trouve, en termes de gabarit, comparé à une série 5 qui frôle maintenant les 5 mètres, ce que je trouve assez grand, notamment pour rouler en centre-ville. Mais après, c'est des voitures qui sont censées être autoroutières et routières, donc techniquement, elles ne sont pas censées être trop souvent dans les centres-villes. En parlant d'autoroutière, cette voiture, normalement, sera censée être dédiée à ça, puisque BMW annonce une autonomie en cycle WLTP d'environ 590 km, ce qui frôle les 600, même si je pense qu'en cycle normal, on aura plus tendance à être aux alentours de 500-550 km. Après ça, encore une fois, ça sera à vérifier factuellement dans la réalité, avec des voitures qui pourront rouler et uniquement pas avec des chiffres de test d'homologation. En termes de gamme moteur, on va retrouver trois versions de 530 chevaux qui abattraient théoriquement le 0 à 100 4 secondes et qui aurait une recharge, elle, de 80% en 35 minutes, ce qui est franchement pas trop mal, et on aurait 100 km aux alentours de 5 à 10 minutes. J'ai plus le chiffre exact en tête. Il y aurait une version entrée de gamme à 280 chevaux également, mais aussi une version intermédiaire à 335 chevaux. Pour l'heure, les prix sont encore inconnus. Il reste toutefois que cette voiture est vouée à affronter le cœur de gamme de Tesla, c'est-à-dire la Tesla Model 3. En termes de prix, je pense qu'ils ne pourront pas se permettre d'être beaucoup au-dessus, même si je pense qu'ils mettront en avant, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font déjà, mettre en avant le dynamisme du châssis et le toucher de route BMW qu'on connaît tous et qui fait tous extrêmement plaisir, et le design qui sera un petit peu plus marqué et beaucoup plus germanique, propre à BMW, contre la Tesla Model 3 qui est très en fait anonyme si je puis dire, parce qu'en fait elle est très simple et très épurée en termes de design.
et ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Là, l'avantage, c'est que celle-là prend un vrai pari stylistique. À voir, ça va être la première allemande sur ce terrain-là, sur cette catégorie-là de voiture, puisque pour l'instant, on avait surtout Audi qui se lançait là-dedans et Mercedes. Donc, on a le EQC, il me semble, chez Mercedes, donc le SUV, donc qui ne se vend absolument pas. Il y a le e-tron qui est très gros et qui est très cher aussi, donc ils n'en vendent pas énormément. Et là, il y a eu tout dernièrement la e-tron GT qui est en fait la cousine de la Taycan, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'électrique pour l'instant sur le marché allemand, ce qui fait que cette i4 est entre guillemets novatrice sur ce secteur-là pour les constructeurs premium auxquels on est habitué. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, surtout à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la prochaine vidéo qui arrive techniquement dimanche prochain. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine.